Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, dans Manava, nous parlons du concept d'économie sociale et solidaire. Nos invités nous expliquent en quoi consiste ce modèle économique. Avec moi aujourd'hui, Lucille Bambridge, qui est coordinatrice études économie sociale et solidaire en Polynésie française. Bonjour. Alice Hénon, qui est conseillère ADI Polynésie. Donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Yorana, Stéphane. Christian Chi Ayi, qui est chargé de mission numérique pour FAS Polynésie. Yorana. Et Audrey Lachaud, qui est fondatrice d'Alter Océan et donc de Food and Cook Lab. Tu vas nous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lucille, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Alors, c'est une bonne question et un vaste sujet. C'est en fait une branche de l'économie qui se dédie justement à soutenir, à mettre en avant des projets, des actions, en premier lieu d'utilité sociale avec vraiment une dynamique de solidarité, de proximité. Et la spécificité, c'est qu'en fait, l'économie sociale et solidaire concerne tous les acteurs d'un tissu économique donné, mais aussi toutes les formes de structure. Ce que j'entends par structure, c'est que ça va concerner aussi bien des associations que des entreprises, ouais. Tout à fait, des fondations y compris, mais pourquoi pas aussi des services administratifs. Donc vraiment, c'est tout le tissu économique qui est potentiellement concerné. C'est extrêmement bien expliqué. Audrey, alors Alter Océan a été la première SARL en mode ESS, donc économie sociale et solidaire. Tu nous en parles et pourquoi ce projet ? Moi, je viens du secteur public et donc j'avais vraiment vocation à poursuivre, on va dire, un élan vers le bien commun, l'intérêt général, mais je voulais le faire au travers d'un projet privé pour l'investissement, pour maîtriser un petit peu plus facilement que, comme tu viens de le citer, les associations qui quand même peinent à avoir des subventions. Et donc, on a créé cette SARL dans le but, effectivement, d'avoir à la fois une utilité sociale, de le faire de manière participative aussi, faire que les parties prenantes puissent aussi participer et puis d'avoir, ce qui est un peu compliqué avec une SARL, une lucrativité limitée. C'est-à-dire oui, parce que j'ai lu que tu as eu pas mal de difficultés à réussir à mettre en place ça, parce que c'était la première fois que ça se proposait en Polynésie. Oui, en fait, donc ça, c'est un cabinet d'avocats qui a bien voulu passer beaucoup de temps à étudier un petit peu la différence qu'on pouvait mettre dans les statuts SARL au profit de l'ESS. Et ce qui n'était pas évident, puisqu'une SARL classique, c'est une distribution de dividendes aux actionnaires. Donc là, on leur disait, non, en fait, il n'y aura pas de dividendes, on réinvestit un maximum au bénéfice des projets, en fait, et de l'humain dans l'entreprise. Donc voilà, ça a été un peu une avancée, ce qui peut ouvrir la voie à d'autres, mais qui ne donne pas lieu de reconnaissance comme telle, puisqu'il n'y a pas de cadre de loi ici, ni de label ou quoi que ce soit. Alice, peux-tu nous rappeler les missions de l'ADI ? Les missions de l'ADI, donc essentiellement, c'est accompagner et financer les porteurs de projets qui ne peuvent pas avoir accès aux banques, mais qui ont une idée, qui ont envie de valoriser leur savoir-faire, les ressources locales, et qui ont besoin d'un financement pour pouvoir justement réaliser leurs rêves et créer leur propre entreprise. Alors c'est assez rapide et facile de monter un dossier. Oui, étant donné qu'en fait, c'est important de savoir qu'il est possible de venir dans une antenne, de pousser la porte sans avoir de rendez-vous, de discuter donc avec chaque personne pour connaître un petit peu les démarches, savoir où chaque personne en est, savoir si elle a besoin d'accompagnement ou si elle a déjà travaillé sur son projet. Et ensuite, donc, proposer un rendez-vous de demande de financement. Nous montons le dossier, nous présentons à la commission. Et en cela, donc, une fois qu'on a la réponse, on contacte la personne de manière à ce qu'elle puisse signer les contrats lorsque c'est accepté. Voilà. Alors, Christian, oui. Pareil, même question pour toi. Oui. Parle-nous un petit peu de FAS Polynésie, de ses différentes missions. La FAS Polynésie, c'est la fondation Agir contre toute l'exclusion. Moi, je suis chargé du numérique. Alors déjà, dans mon atelier, nous, on récupère tout ce qui est matériel informatique dans les sociétés qui font appel à nous. Bon, tout matériel qu'on récupère est facturé au même prix que Phénorama, sur la même grille tarifaire que Phénorama. C'est pas de la concurrence, c'est vraiment jouer un petit peu le jeu. Et dans mon atelier, j'accueille en fait des jeunes en insertion, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui veulent apprendre un métier, qui veulent
s'en sortir dans la vie. Et là, je suis là pour les accompagner. Et puis, ils sont là aussi pour m'aider en fait sur la gestion de tout ce matériel. Comment reconditionner le matériel. Ou ensuite, par la suite, ben, le matériel qu'on reconditionne est offert à des associations, à des familles qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Et on a une autre partie qu'on est en train justement de finaliser, c'est la partie démantèlement. Parce que ben, on se retrouve avec du matériel qui n'est pas, qui ne fonctionne plus. Et du coup, ce matériel, il est traité. Et il est décortiqué en plusieurs composants. Il y en a, ben, tout ce qui est ferraille, tout ce qui est plastique, tout ce qui est carte-main. Il y a vraiment un grand travail sur cette partie-là. Et c'est grâce à ces jeunes qui sont en insertion chez moi qu'on peut justement travailler sur cette partie-là. Bon, en amont, c'est vrai qu'ils sont chez moi pendant un certain temps. En amont, ben, on a aussi cette possibilité de travailler sur leur projet professionnel. Ils vont pas forcément tous devenir des informaticiens, mais le but, en fait, c'est qu'ils puissent trouver une voie déjà pour eux, pour s'en sortir. Alors, quand on entend parler on va dire de ces trois formats, on est en plein dans l'esprit ESS. Ah bah totalement. Et puis en plus, vous avez fait de très bons choix puisqu'on a à la fois une fondation avec une réalité associative dans le contexte polynésien pour FAS, un acteur du secteur privé et également une autre association, mais qui est plus sur le créneau aussi du financement, des leviers de financement, parce que c'est là aussi le gros challenge. Et on l'a vu, que ce soit pour lancer un projet, même s'il est déjà bien structuré, ou au contraire, quelqu'un qui n'a pas forcément tous les outils déjà pour structurer, mais qui a une idée, qui a un talent, qui a une passion même, qui souhaite essayer d'en vivre. C'est pas une utopie d'abord, et il y a déjà un vivier existant sur le territoire. Et c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont des acteurs nationaux qui ont une existence sur le territoire, mais il y a aussi tout un tas d'acteurs déjà implantés, déjà en activité, qui ne savent pas forcément d'ailleurs. Qui pourraient prétendre. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Quels sont les principes fondateurs de l'ESS ? Alors, ils sont assez simples en définitive, et y compris à l'échelle nationale, le cadre réglementaire est franchement relativement vaste, en tout cas suffisamment pour pouvoir concerner tout le monde. Donc, les principes fondamentaux, c'est un élément qu'a évoqué Audrey, à savoir on ne recherche pas en priorité la lucrativité. On va éventuellement viser une rentabilité très limitée, mais le but, ce n'est pas justement d'être sur un schéma économique classique qui va générer des marges, de la rentabilité, du bénéfice. Au contraire, l'idée, c'est vraiment, à l'image du projet d'Audrey, de mettre en place des actions, des projets, et de pouvoir réinvestir sur la mise en place de nouvelles actions, de nouveaux projets, pour que comme ça, la dynamique puisse se déployer de manière pérenne, avec vraiment un impact de proximité, donc très humain en définitive, c'est très humain. Il y a également le fait de miser sur un mode de management qui se veut démocratique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma pyramidal, hiérarchisé, mais au contraire, tout le monde collabore. Tout le monde se met autour de la table pour imaginer, pour produire, pour gérer, mettre en place et continuer de développer. Et enfin, il y a le fait que ce soit donc des actions ou des projets qui vont être ancrés dans un territoire et qui vont justement œuvrer à l'utilité sociale et à renforcer la solidarité. Comment l'approche ESS est appliquée au quotidien, Audrey ? Parce que, comme vient de nous expliquer Lucille, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, on va dire, simplement et concrètement au public ? Alors, moi, je pars de mes valeurs et puis surtout des objectifs et des impacts attendus de ce que moi, je visais à l'origine. Donc, on est sur de l'agroalimentaire, de l'accompagnement, de la valorisation des produits locaux. Donc, je donnais un exemple tout à l'heure à Alice. C'est, par exemple, se contraindre à effectivement recevoir plutôt des projets qui vont valoriser les produits locaux. Là, c'est sur Food and Cook Lab. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un parti pris. Ça veut dire que tu renonces à une rentabilité quelquefois qui serait intéressante, puisqu'on aurait pu être très, très vite à l'équilibre et s'en sortir, on va dire, mieux. Mais ça ne fait pas partie des choix qui ont été faits dès le départ. Donc, ça veut dire que
ton impact attendu, ben, il peut mettre effectivement beaucoup de temps. Et dans ce temps-là, il faut arriver à tenir, à trouver des équilibres, à trouver comment générer de l'activité, de l'argent, avec tout un tas d'autres façons. Mais au quotidien, je dirais que c'est pas compliqué. Si tu es vraiment dans tes valeurs, c'est très simple. Et puis, c'est toujours d'aller effectivement comme vous le faites, c'est-à-dire de toujours privilégier le public le plus fragile, hein, de toujours essayer de l'avantager pour qu'il puisse avoir accès à ce que tu peux proposer, et puis hybrider, c'est-à-dire aller chercher peut-être là où il y a de l'argent, aller le chercher pour remplir le moteur et mettre l'huile, l'essence, et pour que ça puisse avancer, pour que les autres qui ont plus de difficultés financières puissent avoir le bénéfice de ce projet. Donc, en fait, il y a vraiment les clients et les bénéficiaires. Et des fois, ça ne matche pas, ce ne sont pas les mêmes. Donc, quand on a des gens qui sont des bénéficiaires non outillés financièrement, il faut trouver comment les atteindre. C'était une de mes autres questions, mais Voilà. on va en parler tout de suite. C'est toute la complexité. Comment est-ce que tu as financé ton projet ? Eh bien, j'ai financé le projet via les banques, puisqu'elles ont quand même trouvé que c'était assez pertinent. On a pas mal d'activités différentes dans l'univers de ce qu'on fait, donc ça pouvait fonctionner. Maintenant, on a lancé également des programmes, donc avec des durées, on va dire, de vie, sur lesquelles on essaye d'évaluer justement un nouvel outil et éventuellement le renouveler. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre justement des nouveaux bénéficiaires et de les incuber ou de leur faire un programme, et puis de renouveler. Et là, on attend effectivement que la force publique ou les acteurs même privés puissent s'associer. Tu as un exemple concret de programme ? Alors oui, grâce à Protège, on en avait parlé ensemble, on a des parents de l'île de Moorea qui sont accompagnés sur tout ce qui est alimentation, budget, santé, APU. Et donc on vise du mieux-être, de la cohésion au sein de la famille, peut-être éventuellement moins de coûts sociaux pour la collectivité. Si les gens sont mieux, ils sont plus autonomes. Donc on essaie de trouver un moyen peut-être de faire des coûts évités, comme on dit en ESS, c'est-à-dire que ça pèse moins peut-être sur la collectivité, mais qu'on essaie de donner des outils aux bénéficiaires. Et puis on a également le programme d'incubation des agriculteurs, puisque c'est difficile de libérer du budget pour se payer un labo. C'est difficile d'innover, des fois on n'a pas le temps, donc là on les aide à innover, à produire, on les accompagne, on essaie de mesurer justement l'impact du projet, voir si c'est... ça, c'est aussi un des enjeux de l'ESS, essaimable. Ça veut dire, est-ce qu'on peut reproduire ? Est-ce qu'on arrive à... C'est scalable, on dit en anglais, mais en français, on dit essaimable. Donc, est-ce qu'on peut essaimer et trouver d'autres façons de le faire ailleurs ? Alice, quel secteur d'activité s'inscrivent dans une démarche ESS ? Là, bon, on va avoir un exemple concret, mais est-ce que l'ADI, justement, on ne va pas dire pousse dans ce sens, mais essaye de valoriser ce type de projet ? Tout à fait, justement. On a essentiellement des personnes qui sont issues du secteur primaire et beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de l'artisanat, de l'agriculture. Et on défend l'idée que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas un niveau social suffisant, qu'on ne peut pas faire, en fait. Le diplôme, c'est pas tout. Mais pas du tout, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont des merveilleuses idées, qui ont des mains en or, surtout ici sur le territoire. Et on a la chance de pouvoir recevoir ces personnes qui viennent, qui ouvrent la porte, qui viennent nous voir en disant moi j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que je peux ? Et souvent les gens appellent ou viennent nous voir parce qu'on se déplace un petit peu partout sur les îles et qui viennent nous dire mais moi je veux faire que ça, mais est-ce que je peux ? Et oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est valoriser. Et on a un rêve, on est là pour accompagner les gens, pouvoir leur permettre de le réaliser. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est une belle démarche. J'imagine, Christian, que l'état d'esprit est le même pour FAS Polynésie. L'état d'esprit est le même que chez FAS Polynésie. C'est vraiment d'abord l'insertion en priorité. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui sont chez moi, par exemple, quand on fait des interventions, j'aime bien dire que tout le matériel qui a été reconditionné, c'est eux. Et s'il faut remercier des gens, ce sont ces jeunes. Ça les met aussi en confiance, en valeur.
Et ça permet aussi à eux déjà de se retrouver et puis de se dire que... Ils en sont capables. Ouais, ils en sont capables, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. Oui. Lucille, parle-nous de l'élaboration d'une filière dédiée au tapas en Polynésie, sa faisabilité et s'il y a d'autres projets en vue. Oui, alors en fait, c'est vrai que la question de l'économie sociale et solidaire, à travers donc l'étude de préfaisabilité dont je m'occupe, s'intéresse donc à la possibilité de mettre en place une filière dédiée au tapas. Pourquoi le tapas? Parce que c'est donc appliqué au domaine de la culture, c'est un art traditionnel fondamental qui est commun vraiment à toute l'Océanie et même au-delà. Et c'est un savoir-faire ancestral dont on a perdu énormément dans la maîtrise. Donc l'idée, et si des amis marquisiens nous écoutent, bien sûr qu'aux Marquises, il y a une pratique qui s'est perpétuée, mais sur les autres archipels, beaucoup s'est perdu. Et même aux Marquises, il y a quelques techniques qui ont été également perdues. Parfois des problèmes de transmission, on va dire. Voilà. Tout à fait. Et puis, tout simplement parce que ce sont des savoir-faire qui restent dynamiques et qui continuent d'évoluer. Donc là, réappropriation. Mais pour structurer une filière, il faut vraiment aborder donc tous les aspects. Ça commence par l'agriculture et j'espère qu'on pourra collaborer avec l'ADI, pourquoi pas, et d'autres acteurs. L'agriculture pour réintroduire certaines espèces de plantes qui sont nécessaires pour la confection de tapas, en valoriser d'autres. Je pense au ourou. On ne sait pas en général qu'on peut faire du tapas avec du ourou. C'est d'ailleurs du très beau tapas. Le bagnon et tous les types de bagnons. Donc il y a ce travail-là. Il y a l'aspect formation parce que derrière, Alice citait notamment les artisans et les agriculteurs, ça pourrait être un secteur qui pourrait intéresser ces deux corps de métier, sachant qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont aussi des artisans et des artisans qui sont des agriculteurs. Donc, c'est intéressant. Il y a évidemment le volet insertion sociale dont parlait Christian, parce que l'idée, c'est non seulement de former, de transmettre des techniques, mais derrière de pérenniser aussi une création d'activités dans l'accompagnement sur tous les aspects pratiques, opérationnels et autres, mais aussi sur les modes de financement. Et donc le tapas, sous tous ces aspects-là, mais avant tout et en premier lieu parce que dans le mode de réalisation, on s'est aperçu, comme beaucoup d'activités artisanales et agricoles, qu'on est en fait déjà dans une logique d'économie sociale et solidaire de manière tout à fait culturelle, naturelle, spontanée, parce que c'est comme ça aussi qu'on fonctionne en Polynésie, cette manière très solidaire en fait d'intervenir, de participer, le rapport à la terre, à la mer. Et donc il y a une richesse à la fois en termes de ressources, à la fois en termes de talent. Cet or qui est là dans les mains, il faut le valoriser et c'est valorisable. Là où l'économie sociale et solidaire est intéressante, c'est que justement, en déplaçant un petit peu le prisme de lecture, on a vu que donc on n'est pas dans un schéma hiérarchisé, on n'est pas dans un schéma qui va chercher la rentabilité, mais au contraire qui va chercher à mettre en place des actions et à faire en sorte qu'une action en donne une autre, qui va en donner une autre, et qui pérennise comme ça, qui permet de développer. Donc, c'est très intéressant. Néanmoins, le fait qu'il n'y ait pas de cadre à l'échelle locale fait qu'on passe à côté d'une manne économique. Une manne économique qui va être aussi une manne avant tout humaine, parce que c'est bien, non pas les diplômes qui vont faire la différence, mais ce capital humain qui fait écho à des valeurs, qui leur fait savoir, écho à des leur secteurs. motivation, leurs valeurs, et ainsi de suite. Christian, au sein de FAS, justement, est-ce que les jeunes gens sont conscients de ce capital et de ce qu'ils ont dans les mains? J'ai pas mal quand même de jeunes qui ont beaucoup de capacités, mais c'est juste qu'ils ont perdu confiance. Et le fait qu'ils soient dans notre atelier, ça permet de les mettre en valeur, de mettre en confiance et de reprendre en fait le cours de leur vie. Est-ce qu'ensuite, on pourrait dans l'optique, ils se disent, mais moi aussi, je pourrais monter un format en ESS, quoi, Oui, c'est ça. pour passer la main à d'autres? J'en ai déjà une qui avait monté sa boîte informatique, justement, qui avait fait un prêt à l'ADI. Et elle continue toujours dans cette démarche quoi, de revaloriser en fait, du matériel informatique. Elle travaille toujours dans l'informatique. Et tu vois, ça veut dire que ils peuvent le faire, quoi. Comment est-ce que vous accompagnez les porteurs de projets, Alice? Alors, nous avons la chance d'être présents sur beaucoup d'îles, de nombreuses îles, et sur tous les archipels, et d'avoir à nos côtés des bénévoles qui ont énormément d'expérience et l'envie surtout de partager. Et donc, ils sont présents, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur savoir
pour accompagner individuellement et en petits groupes. Tout dépend de l'envie et le format proposé pour nos porteurs de projets. Et parce qu'il y a des personnes qui sont timides et qui préfèrent être toutes seules et d'autres qui ont envie d'une émulation et qui aiment bien être en groupe. Et donc, c'est un accompagnement adapté à chaque projet et adapté à la personne. Il est personnalisé même. Ouais. Totalement. Audrey, explique-nous ce que c'est que la gouvernance participative et le mode de fonctionnement au quotidien. Alors, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que tous les gens qui ont pris part à l'activité de Food & Cook Lab, soit au travers de partenariats ou en étant usagers, on a besoin de se regrouper pour se comprendre, s'aider mutuellement, mais aussi toujours rester dans les valeurs. Donc, c'est des discussions assez informelles. J'ai pas constitué encore de groupement parce que, étant donné que c'est pas encore, comme le dit Lucille, dans l'écosystème local, il n'est pas évident pour les gens d'être amenés à faire une réunion pour déterminer. Ouais, c'est un schéma qui est complètement différent, on va dire, habituellement. Sinon, il y a le patron qui décide et on va dire les employés qui appliquent. Ouais. Hein, pour être très schématique, là maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est cette notion de participative, justement. C'est la volonté d'être plus démocratique dans un management. Alors moi, je manage pas beaucoup de gens, donc c'est pas très grave, mais c'est de toujours associer les gens et puis que... Alors, je sais pas si ça fait partie de ce qu'on peut appeler une gouvernance participative, mais c'est vrai que j'ai énormément de gens qui viennent simplement pour visiter. Donc ça veut dire que tu as un lieu. D'abord, ça a été financé aussi en partie par des subventions, donc il y a quand même un devoir d'ouverture à la population, ça fait partie du jeu. Mais ça veut dire que quelque part, les gens peuvent venir s'inspirer, voir un peu ce qui se passe. Ça fait, alors c'est pas vraiment de la gouvernance puisqu'ils vont pas forcément prendre part aux décisions, mais voilà, en tous les cas, il faut que Enfin, moi, je veux pas prendre toujours toutes les décisions toute seule. Là, il y a des basculements des fois, ce qu'on dit, hein, le modèle économique est pas... alors moi, je suis dans une innovation sociale puisqu'on met à disposition un lieu, on accompagne les gens deviennent autonomes au sein d'un lieu. Donc, c'est pas un modèle très courant, on va dire. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire et on ne sait pas comment aider au mieux, en fait. Donc, l'outil financier, il sait comment faire. Il y a pas mal de travail déjà en amont. L'insertion, c'est compliqué, mais vous avez trouvé un créneau. Nous, on a vocation à aider et accompagner un maximum de gens dans l'agroalimentaire, dans la valorisation. Vous apprenez au fur et à mesure aussi. Ah oui, c'est exactement ça. Techniquement, on apprend au fur et à mesure, et puis humainement, et ça se construit peu à peu. Donc, c'est très long. Et je voulais aussi réagir peut-être tout à l'heure sur un des volets qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même une grosse discussion qu'il y a en métropole sur l'ESS. On ne parle pas d'écologie comme strictement de l'économie sociale et solidaire, mais de fait, si on veut vraiment faire de l'économie solidaire, en tous les cas, il faut que forcément nos projets soient écologique, intelligent, durable. Ouais, que ça fasse indépendant justement de l'ESS. Ouais. Alice, pour être un peu, on va dire, pragmatique, quel est le plafond, quel type de somme vous allouez aux porteurs de projets ou... Alors au jour d'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aider les porteurs de projets à hauteur d'1,7 million. Donc c'est une belle petite somme pour démarrer. Ouais, pour les artisans ou pour un auto-entrepreneur ou ce genre de choses, oui. Voilà, sachant que ce montant d'investissement est adapté à chacun. C'est pas automatiquement 1,7 million. Parce que quelqu'un qui a juste besoin d'acheter de la matière première n'a pas forcément besoin d'autant. Ce qui est important, c'est la possibilité de pouvoir rembourser et ensuite réinvestir s'il y a besoin. Donc les personnes peuvent venir nous voir plusieurs fois. Ce qui est important, c'est de grandir progressivement, mais sûrement. Très bien. Lucille, d'autres entreprises ou coopératives pourraient prétendre au modèle ESS en Polynésie? Elles sont déjà, peut-être même sans le savoir, dans un état d'esprit ou dans un modèle ESS? Oui, tout à fait. Alors, il y en a qui le savent déjà, la preuve, mais il y en a beaucoup qui l'ignorent tout simplement parce que le concept de ESS en Polynésie est très méconnu. Depuis quelques mois désormais, donc il y a cette réflexion qui est en marche pour justement envisager une adaptation du cadre juridique et réglementaire, parce que tout commence en fait par ça, puisque ça relève de la compétence du pays.
Donc c'est une question en fin de compte politique aussi, puisque pour créer une loi, il faut que ça soit une démarche politique, en tout cas qui transite par l'Assemblée de Polynésie française. Mais au-delà d'une loi, la grande problématique, en tout cas le gros challenge, c'est d'essayer de questionner l'ESS à la polynésienne, c'est-à-dire une loi très bien, mais qu'est-ce qui va permettre derrière de pouvoir justement, comme l'a dit, le fait sur le plan l'accompagnement de projet et le financement, mais qu'est-ce qui va permettre de justement soutenir tous les acteurs existants, mais surtout aussi les futurs acteurs qui vont souhaiter s'insérer dans l'ESS, notamment sur le plan des leviers financiers qui pourraient être imaginés et shapés en fonction des besoins locaux. Aussi au niveau purement humain, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des systèmes d'accompagnement qui seraient complémentaires aux solutions existantes à l'heure actuelle, mais qui seraient imaginés de manière peut-être plus globale à l'échelle d'une société, la nôtre, et avec peut-être aussi des orientations vers des secteurs prioritaires qui restent à définir, bien que tout de suite, on s'aperçoit que le secteur primaire est évidemment le premier concerné, tout ce qui relève de la transformation, la culture, le sport. Alors, si on a besoin si des personnes porteurs de projets ou s'intéressent, parle-nous, il y a en quelques mots, c'est toi qui feras la conclusion. Il y a une semaine qui est organisée dans quelques temps ? Oui, alors déjà dans les prochains mois, on est en train de chercher à identifier le plus grand nombre d'acteurs, c'est-à-dire tout secteur confondu, tout type de structure, et effectivement se profile la mise en place d'un événement donc, qui serait ouvert tout public, calé sur la temporalité nationale, donc courant du mois de novembre, et idéalement un événement qui sera mobile pour lever le voile, informer, sensibiliser et aller au contact vraiment de population. Très bien, mais voilà, donc vous pourrez vous renseigner dans quelques temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV, à suivre le VA. Pour nous, on se retrouve demain à 17h15. Bonne fin de soirée sur TNTV.